Bonjour à tous, merci aux organisateurs de cette journée. Donc Louis-Marie Baudet, je suis pédiatre à Nantes. Je suis pédiatre au SMUR pédiatrique de Nantes et une des particularités qu'on a à Nantes comme dans deux autres villes françaises, c'est d'avoir une régulation de la médecine d'urgence pédiatrique qui est réalisée par des pédiatres au moins sur une partie de la journée. Donc on m'a demandé de vous présenter la visorégulation en pédiatrie, une alternative aux urgences. Le sujet n'est pas facile. On va parler principalement de notre expérience nantaise sur l'utilisation de la visio et adaptée à la pédiatrie notamment. Alors en guise d'introduction, ce petit rappel sur cette mesure de la mission Flash, mesure numéro 6, qui était d'intégrer la vidéo à distance dans tous les SAMU Centre 15. Et donc ça, depuis 2020, cette mesure est financée pour les SAMU. Actuellement, nous, elle est en place à Nantes depuis 2016 et donc c'est un outil qui tend à se développer avec plusieurs études qui ont été mises en place dans le service pour essayer de montrer l'intérêt de cet outil pour le service et pour les populations. D'un point de vue pratique, la visio, comment ça marche ? Donc nous, pédiatres à Nantes, on est basé à la régulation en semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Et donc, on est présent en régulation seulement depuis 2020. Donc avec une activité de régulation et une expérience de régulation qui était assez faible. Et donc rapidement, on a cherché de mettre en place des outils qui pouvaient nous aider à acquérir rapidement une expérience en régulation, puisque on est dépourvu dans la formation, en tout cas sur la maquette de pédiatrie. C'est quelque chose qui est très, très loin de notre activité quotidienne. Et donc voilà, on a cherché des outils et la visio nous est apparue comme étant un outil qui pouvait répondre à cette question. Donc, comment ça marche ? On passe par notre page S6AMU sur lequel il y a un outil de régulation de visio qui est en libre accès, qui permet de envoyer à l'appelant une invitation SMS et l'appelant se connecte, autorise les différentes notifications, ce qui permet d'accéder à la caméra de son smartphone et de pouvoir voir en direct l'enfant et de pouvoir préciser les caractéristiques cliniques du patient. Première étude qui a été mise en place à Nantes pour essayer de caractériser un peu cet outil, c'est l'étude Virgule qui a été mise en place par nos collègues urgentistes adultes. C'est une étude pilote, observationnelle, prospective et monocentrique. L'objectif principal de cette étude, c'était d'identifier des situations cliniques où l'apport de la visio représente une aide particulière au médecin régulateur, et des objectifs secondaires qui étaient de déterminer la durée de la visorégulation avec en arrière-pensée que cet outil pouvait probablement allonger la durée des appels. Quelle était la disponibilité de l'outil ? On a parlé à plusieurs reprises des problématiques de réseau, notamment sur les territoires un peu éloignés des zones urbaines, et d'évaluer la satisfaction globale. Pour l'instant, c'était la satisfaction globale de l'utilisateur, pas de l'appelant. La principale conclusion que nous, on a tirée pédiatre en utilisant la synthèse de cette étude, c'était la détresse respiratoire et particulièrement chez l'enfant. Sachant que nos collègues avaient utilisé deux outils, d'une part la visio simple et d'autre part des lunettes connectées qui étaient envoyées à certains vecteurs, notamment des premiers secours, type ambulancier, qui avaient des lunettes connectées qui permettaient d'aller au plus proche du malade pour avoir une vision précise de la situation. L'autre conclusion de cette étude, c'était qu'elle améliorait de façon globale la confiance en la décision, ce qui est important en régulation, de ne pas avoir de doute, ou le moins possible en tout cas, notamment quand on laisse un malade sur place. Finalement, la décision elle n'est pas trop difficile quand on envoie un même malade aux urgences. La difficulté elle est surtout de ceux qu'on laisse sur place ou ceux qu'on oriente vers de la consultation non programmée. Les enjeux de la régulation pédiatrique, c'est que c'est un exercice qui est difficile. Difficile pourquoi ? D'une part pour l'évaluation clinique. Il est compliqué d'interroger le malade.
La difficulté de communication, elle est souvent associée à une inquiétude des parents ou de l'appelant, avec une charge émotionnelle qui est souvent très importante sur ce type d'appel. Et donc on se retrouve à avoir une évaluation clinique de la situation qui peut être extrêmement complexe. C'est des appels qui sont longs, justement le temps de faire redescendre le stress des appelants. On a besoin de prendre du temps déjà pour essayer de comprendre la situation, puis après pour essayer de clarifier, puis pour rassurer les parents si jamais on décide de laisser l'enfant sur place. Et donc on a des durées d'appel qui sont supérieures à un appel de médecine d'urgence concernant un adulte. Et il y a peu de données scientifiques, de données de bibliographie. Alors il commence à y en avoir un petit peu qui sortent, mais ça reste des études qu'on a du mal à rendre superposables à nos pratiques quotidiennes. C'est les 3 études qui me semblent le plus pertinentes sur l'utilisation de la visorégulation et la visorégulation en pédiatrie. La première étude de Patel de 2016, elle concerne les transferts secondaires, donc les transferts interhospitaliers, paramédicaux, où le paramédical qui accompagnait le patient avait la possibilité soit de faire une description clinique téléphonique, soit une description clinique avec visio. Une des conclusions de cette étude, c'est que le médecin qui faisait la synthèse avait une meilleure compréhension de la situation clinique avec l'utilisation de la visio. Et 80% recommandaient cette utilisation, que ce soit les paramédicaux qui étaient à assurer le transfert ou le médecin. La deuxième étude de Kim de 2016 également, elle s'est focalisée sur la détresse respiratoire. Et c'est un des principaux motifs d'appel au centre 15 avec la traumatologie pédiatrique. Et là, c'était plutôt l'évaluation de l'appelant qui était interrogée avec une satisfaction globale de l'appelant qui était plutôt satisfaisante. Enfin, la dernière étude, toujours sur la détresse respiratoire, essayait d'obtenir une bonne corrélation clinique entre l'examen clinique fait par un praticien et un examen clinique sommaire fait à l'aide de l'outil de la visio, en essayant d'établir un score qui permette de trier de manière efficace ces malades. Donc, après cette étude mise en place par nos collègues adultes, en ayant fait un peu le tour de la biblio, on a essayé de mettre en place à Nantes une étude à nouveau monocentrique, prospective, pour évaluer l'intérêt de la visio pour la régulation de la détresse respiratoire de l'enfant. Donc ça excluait les nouveau-nés, ça concernait les enfants de 0 jusqu'à 15 ans. On a fait 1 an d'inclusion et au total, on a inclus 300 malades. L'objectif principal de cette étude, c'était d'évaluer la cotation de l'aide apportée par la vidéo au médecin régulateur, en sachant, comme je vous l'ai dit en introduction, l'activité de régulation était faite par des pédiatres avec une faible expérience en régulation, donc probablement que, on en verra dans les résultats, mais c'est un outil qui est utile pour les jeunes régulateurs. Les objectifs secondaires étaient d'évaluer l'influence de la vidéo sur la décision de régulation, de comparer l'évaluation clinique des parents à celle du médecin. Donc vous voyez sur la droite de la diapo, l'aide apportée par la visio, en moyenne, a été estimée à 8,5 sur 10, donc une aide qu'on peut considérer comme considérable pour appuyer la décision de régulation. Un point qui nous a étonnés et que je trouve très pertinent de vous présenter, c'est l'influence de la vidéo sur la décision finale de régulation. Donc avant régulation, on demandait au médecin quelle était l'orientation qu'il pensait proposer ou imposer au patient compte tenu de son interrogatoire et des premiers éléments cliniques. Il fait sa visio, il termine sa régulation et à la fin on demandait est-ce que l'utilisation de la visio a modifié votre décision et si oui, dans quel ordre? Est-ce que ça a augmenté le niveau de soins, au contraire diminué le niveau de soins? Est-ce que ça a augmenté le niveau des moyens engagés ou est-ce que ça a diminué le niveau des moyens engagés?
Donc, dans 92% des cas, la modification de la décision était influencée par la visio. Et dans 85% des cas, le niveau de soins était diminué. Il y a quand même 15% où le niveau de soins était augmenté. Sur les moyens et sur l'orientation de ces malades-là, notamment en ce qui concerne l'accès aux urgences, avant visio, on pensait adresser 136 patients aux urgences pédiatriques. Après visio, on en a adressé 98% aux urgences pédiatriques. Les moyens engagés, avant visio, envoi de SMUR primaire, 22, après 16. Et globalement, tout va dans le même sens. La concordance entre l'évaluation clinique par le médecin en régulation et les parents. Les parents ne sont pas en capacité d'évaluer la gravité de leur enfant. Quand on regarde les scores de concordance de l'évaluation de la dyspnée, que ce soit la polypnée, la coloration, le comportement ou la présence des signes de lutte, les parents ne sont pas en capacité d'évaluer de manière précise une détresse respiratoire d'un enfant. Vous voyez, sur les signes de lutte, on a un coefficient de concordance qui est de 1%, donc c'est lié au hasard. Est-ce que c'est un outil qui est facile à utiliser ? Alors, on a des échecs de visio qui sont, je pense, probablement liés à l'utilisation du réseau, parce que globalement, on est sur une population, donc c'est des jeunes adultes ou des parents donc avec des facilités d'utilisation des différents smartphones. Donc on n'a pas trop de problématiques à lancer la visio, et donc c'est surtout des échecs par problématique de réseau. On a également des interruptions, également liées à des problématiques de réseau. Mais on a rappelé les parents 24 heures après la régulation pour avoir une idée de la facilité d'utilisation du dispositif. Et on constate qu'en plus de 90% des cas, cet outil est très facile ou facile à utiliser. Alors, quelles sont les limites ? Quelle traçabilité on a pour ces appels ? Parce que la visio, on a la possibilité, par l'outil, de prendre des photos, donc des images statiques, mais sur l'évaluation de la détresse respiratoire, en dehors de la coloration, c'est assez peu pertinent. Donc, et on n'a pas la possibilité de stocker actuellement les boucles, ce qui ferait une sauvegarde de données considérable. Et donc actuellement, ce qu'on fait, en tout cas nous à Nantes, on décrit sur la bande ce qu'on voit en visio. Donc d'une part, ça permet d'exprimer auprès des parents ce qu'on est en train de voir, l'état clinique, le comportement, la respiration, la détresse respiratoire. Et d'autre part, ça permet d'être enregistré sur les bandes de régulation médicale. La durée des appels avec visio, alors pour la pédiatrie, on est assez peu impacté parce que de base, un appel pour un enfant, ça prend du temps à réguler, ça prend du temps. Et donc finalement, si on lance assez vite la visio, on a rapidement une idée de l'orientation du malade et rapidement, on va pouvoir orienter de manière adaptée le patient. Donc c'est pas réellement un problème. Et puis quand on voit la diminution d'accès aux urgences, est-ce que prendre 3 minutes à réguler contre laisser attendre 1 à 2 heures un patient aux urgences, je pense que ça vaut le coup de mettre des moyens pour essayer de réguler efficacement ces malades-là. Sur les échecs, les interruptions de la visio, on est sur des problématiques de réseau qui sont sans arrêt en train de s'améliorer. On voit que ça diminue progressivement, donc je pense que c'est un problème qui va vraiment finir par disparaître, ou en tout cas s'atténuer de manière considérable. Les perspectives, donc nous on l'a évalué sur le plan de la détresse respiratoire de l'enfant, mais je pense qu'il y a plein d'autres indications, et notamment sur la traumatologie, sur l'évaluation d'un comportement découle d'un traumatisme crânien. Voilà, il y a plein d'évaluations qui pourraient être mises en place. On travaille actuellement sur l'envoi de documents par l'outil de la visio,
Comme on a obtenu le consentement pour lancer la visio, on peut envoyer directement des consignes, notamment suite à la surveillance d'un traumatisme crânien, sur la fièvre d'un nourrisson. Voilà. Donc on est en train de voir comment on peut essayer d'envoyer facilement ces notes d'information qui sont données en fait quand les patients passent aux urgences. Après un traumatisme crânien, on leur donne cette information. L'idée, c'est de pouvoir le faire de manière anticipée, parce qu'on sait bien que les consignes qu'on donne en régulation, on est juste après l'impact, il y a une charge émotionnelle qui est importante. Quel est le message qui est véritablement retenu de la part de l'appelant, s'ils ont la possibilité d'avoir un support papier sur lequel se référer, je pense que c'est un outil qui peut être important. Un autre travail qu'on essaye de mettre en place, c'est de lancer précocement la visio, notamment dès le décroché ARM sur des critères de détresse respiratoire nécessitant une régulation par un médecin urgentiste. Si y a ces critères-là, c'est de lancer dès l'appel ARM cette visio, ce qui fait que quand l'appel nous est transmis, on a déjà l'enfant en visio et donc une évaluation clinique qui se fait en un coup d'œil. Globalement, la visio, vous avez vu les items qu'on étudiait sur la détresse respiratoire, c'est des éléments qui sont de courte durée à évaluer, en dehors de la polypnée, mais en 15 secondes, on peut avoir une valeur. Sinon, globalement, le reste se fait assez rapidement. Et enfin, évaluer un impact médico-économique. Quand on voit la diminution de soins qu'on peut apporter, notamment la diminution de recours aux urgences, de travailler sur une étude plus large, me semble pertinent pour essayer d'avancer sur la réflexion. Alors, en conclusion, je ne sais pas si on peut dire que la visio est une alternative aux urgences. Malgré tout, je pense que les services qui disposent de cet outil de la visio, notamment pour la détresse respiratoire d'un enfant, il me semble difficile de ne pas utiliser cet outil quand on voit la difficulté qu'ont les parents, en tout cas les appelants, à caractériser l'état clinique de l'enfant. Quand on a un outil qui existe et qui est facile à mettre en place, il me paraît important d'essayer de l'utiliser le plus largement possible, au moins dans cette indication, et à voir pour élargir les indications de la visio. Je vous remercie de votre attention.